Il y a une différence entre partager une leçon et exhiber une blessure. La plupart des gens ne voient pas cette différence. Ils croient que l'ouverture crée des liens. Ils croient que parler honnêtement de leurs difficultés les rend accessibles, authentiques et humains. Et dans le bon contexte, cela peut être vrai. Mais le moment choisi détermine si la vulnérabilité suscite le respect ou réduit l'autorité. L'erreur critique est de parler d'un problème alors que vous êtes encore émotionnellement plongé dedans. Lorsque vous parlez d'une épreuve que vous n'avez pas encore digérée, votre ton véhicule de l'instabilité. Vos mots portent de l'incertitude. Votre état émotionnel cherche encore du soulagement, de la validation ou du réconfort. Et les gens peuvent le ressentir. Même s'ils répondent avec sympathie, leur perception change, car l'influence repose sur la stabilité émotionnelle. Lorsque les autres sentent que votre état intérieur est perturbé, ils commencent à remettre en question votre force, votre jugement et votre fiabilité face à la pression. Cela ne signifie pas que vous ne devez jamais parler de vos difficultés. Le problème n'est pas l'honnêteté. Le problème est l'honnêteté inachevée. Il y a une différence puissante entre ces deux déclarations. J'ai traversé une période difficile, et voici ce qu'elle m'a appris. Et je suis en difficulté en ce moment, et je ne sais pas comment gérer cela. La première communique une évolution. La seconde communique de l'instabilité. Lorsque vous partagez une expérience assimilée, le message est contrôlé. L'émotion est régulée. Le récit montre de la résolution, de la clairvoyance et de la force. Mais lorsque vous partagez une lutte en cours, vous exposez votre position émotionnelle en temps réel. Et une fois que cette position est visible, elle devient une information. Dans des environnements bienveillants, cette information peut être traitée avec soin. Mais tout le monde n'agit pas avec bienveillance. Certaines personnes observent silencieusement. Elles mémorisent ce qu'elles apprennent. Elles se souviennent de vos points de tension, de vos peurs, de vos doutes et de vos moments de faiblesse. Plus tard, sous la pression ou en situation de compétition, cette information devient un levier. Un autre danger du traitement émotionnel en public est l'érosion de l'autorité. L'autorité ne consiste pas à être parfait, elle consiste à être constant. Lorsque votre état émotionnel semble instable dans l'espace public, la fiabilité que l'on vous accorde diminue. Les gens commencent à vous voir comme quelqu'un de réactif plutôt que de solide. Même si vos compétences restent solides, votre position psychologique s'affaiblit, car dans n'importe quel environnement, les gens font davantage confiance à la stabilité qu'à l'honnêteté. C'est pourquoi les individus stratégiques digèrent en privé et communiquent de manière sélective. Ils parlent des résultats, pas du chaos émotionnel. Ils partagent des leçons après avoir trouvé la clarté, pas pendant la confusion. Ils révèlent leur évolution, pas leur turbulence. Un autre facteur est la sélection du public. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à vos luttes intérieures. La transparence émotionnelle doit se mériter. Elle ne doit pas être diffusée à tous. Les personnes de confiance qui ont prouvé leur discrétion et leur loyauté sont différentes du grand public, des collègues de travail ou des réseaux sociaux. La vulnérabilité publique crée des archives permanentes. La gestion en privé crée des relations maîtrisées, et la maîtrise protège l'influence. Cela ne signifie pas cacher votre humanité, cela signifie protéger votre tempo émotionnel. Car lorsque les gens ne vous voient que pendant la tempête, ils se souviennent de l'instabilité. Mais quand ils vous voient après la tempête, ils se souviennent de votre force. Le changement est simple mais puissant. Partagez la résolution, pas l'instabilité émotionnelle. Lorsque votre histoire communique la clarté au lieu de la confusion, vos expériences renforcent votre autorité au lieu de l'affaiblir. Numéro 2. Supposez que l'équité est universelle. L'un des moyens les plus rapides de renforcer vos adversaires est de supposer que tout le monde pense comme vous. La plupart des gens croient que l'équité est une valeur partagée. Ils croient que s'ils agissent avec équilibre, honnêteté et bonnes intentions, les autres réagiront naturellement de la même manière. Mais en réalité, les gens agissent en fonction de leurs intérêts et non de leurs idéaux. Certains valorisent la coopération, d'autres l'avantage personnel, certains la loyauté, d'autres encore l'opportunité. Lorsque vous projetez vos propres normes sur quelqu'un qui fonctionne différemment, vous analysez mal la situation, et mal analyser les gens crée de la vulnérabilité. Cette erreur se manifeste généralement sous la forme d'une confiance prématurée. Vous faites des compromis trop tôt pour montrer votre bonne volonté. Vous révélez votre position pour faire preuve de transparence. Vous faites des concessions pour maintenir l'équilibre. Vous supposez que l'autre personne fera un pas vers vous. Mais si l'autre personne agit de manière stratégique, votre équité devient une information pour elle. Ils apprennent vos limites. Ils apprennent vos priorités. Ils apprennent quelle pression est nécessaire pour vous faire céder du terrain.
Et une fois que quelqu'un connaît votre seuil de tolérance, il ne négocie plus avec vous, il vous manipule. Un autre danger lié au fait de supposer l'équité est l'attente émotionnelle. Lorsque vous croyez que les autres devraient agir selon vos critères, vous êtes surpris quand ils ne le font pas. Cette surprise conduit souvent à de la frustration, des réactions excessives ou des décisions précipitées. Et les réactions émotionnelles révèlent vos points sensibles. Les individus stratégiques ne commencent pas par la confiance, ils commencent par l'observation. Au lieu de supposer que quelqu'un valorise l'équilibre, ils regardent comment cette personne se comporte lorsqu'il y a des tensions, des désaccords ou de la compétition. Car le véritable caractère ne se révèle pas lors d'interactions fluides. Le caractère se révèle sous la pression. N'importe qui peut paraître coopératif quand cela ne coûte rien, mais quand les enjeux augmentent, les priorités deviennent visibles. Protègent-ils le bénéfice mutuel ou leur avantage personnel? Respectent-ils les accords ou les modifient-ils lorsque les circonstances changent? Restent-ils constants ou changent-ils de position lorsqu'un moyen de pression apparaît? Ces schémas de comportement comptent plus que les promesses. Une autre erreur courante est le compromis prématuré. Beaucoup de gens croient que donner quelque chose en premier crée de la bonne volonté et encourage la réciprocité. Parfois, c'est le cas, mais avec des personnalités stratégiques, un compromis prématuré signale une flexibilité sans résistance. Au lieu de créer de la confiance, cela diminue la force de négociation que l'on vous perçoit. Ils ne voient pas de la générosité. Ils voient une opportunité de pousser plus loin. Le positionnement est essentiel. Lorsque vous maintenez votre position calmement et évitez les concessions inutiles, vous communiquez de la stabilité. Vous montrez que la coopération est possible mais pas automatique. Cet équilibre impose plus de respect qu'un accommodement précoce. Le but n'est pas la méfiance. Le but est la clarté. La confiance doit se construire sur des comportements observés et non sur un caractère présumé. Cela demande de la patience. La patience stratégique consiste à laisser les gens révéler leur schéma de fonctionnement au fil du temps. Les petites incohérences, les tests subtils de vos limites et les réactions face à la pression fournissent des informations bien plus précises que ne le feront jamais les mots. Une fois que vous comprenez la structure de motivation de quelqu'un, vos décisions deviennent plus précises. Vous savez quand collaborer, vous savez quand limiter l'accès, vous savez quand protéger votre position. Et le plus important, vous arrêtez d'attendre de l'équité de la part de personnes qui agissent par intérêt. Car les attentes créent une vulnérabilité émotionnelle. L'observation crée le contrôle. Lorsque vous arrêtez de projeter vos normes sur les autres et commencez à étudier leurs motivations, vous supprimez l'une des principales façons dont les gens prennent discrètement l'avantage sur vous. Maintenant, je veux que vous laissiez cette affirmation dans les commentaires. J'observe d'abord. Numéro 3. Réagir à une provocation subtile. Toutes les attaques ne sont pas bruyantes. Les plus efficaces sont silencieuses. Un petit commentaire fait avec le mauvais ton, une légère interruption, un regard méprisant, une blague désinvolte qui semble juste un peu trop personnelle. Ce ne sont pas des accidents. Dans de nombreux milieux, la provocation subtile est utilisée pour tester votre contrôle émotionnel. Elle n'a pas pour but de créer un conflit. Elle vise à étudier votre réaction, car les réactions révèlent la sensibilité, et la sensibilité crée un moyen de pression. La plupart des gens pensent que le pouvoir se manifeste par des réponses fortes. Ils se défendent rapidement, ils corrigent le commentaire, ils expliquent leur position, ils ajustent leur ton pour montrer qu'ils ont été touchés. Mais au moment où votre état émotionnel devient visible, une information est exposée, un léger changement dans votre voix, une explication plus longue que nécessaire, une clarification défensive, un malaise visible. Ce sont des micro-réactions et les observateurs stratégiques y prêtent attention. Ils ne se concentrent pas sur les mots que vous utilisez. Ils étudient ce qui vous affecte. Si une petite remarque modifie votre énergie, ils découvrent où vos frontières émotionnelles sont fragiles. Si vous vous précipitez pour défendre vos compétences, ils comprennent que vous êtes sensible à votre statut. Si vous réagissez à une critique légère, ils apprennent que la pression fonctionne sur vous. Une fois que quelqu'un a identifié ce qui vous fait réagir, il n'a plus besoin de vous défier directement. Il lui suffit d'appliquer une pression subtile au bon endroit. C'est ainsi que l'on crée un moyen de pression sans confrontation. Le véritable danger est que la plupart des gens réagissent de manière automatique. Ils ne font pas de pause. Ils n'évaluent pas l'intention. Ils répondent émotionnellement parce que l'instant leur semble personnel. Mais le pouvoir réside dans la réponse différée. Lorsque vous contrôlez le timing, vous contrôlez votre visibilité. Au lieu de réagir immédiatement, vous laissez un espace. Vous laissez passer le moment. Vous observez le contexte. Ce commentaire était-il intentionnel? Était-ce un test?
Était-ce innocent ou stratégique? Cette pause protège votre position émotionnelle. Une neutralité calme crée de l'incertitude chez l'autre personne. Ils n'obtiennent pas la réaction qu'ils recherchaient. Ils ne peuvent pas mesurer votre sensibilité. Ils ne peuvent pas confirmer si leur tentative a eu un quelconque effet. Et lorsque quelqu'un ne peut pas lire votre état émotionnel, sa capacité à vous manipuler diminue. Le silence, lorsqu'il est maîtrisé, n'est pas une faiblesse. C'est de la discipline émotionnelle. Un autre facteur important est l'économie émotionnelle. Chaque réaction visible coûte en termes de positionnement psychologique. Plus vos émotions changent fréquemment en réponse à de petits stimuli, plus il devient facile pour les autres d'influencer votre état. Mais lorsque votre base émotionnelle reste stable, vos réactions deviennent rares, et les réactions rares ont du poids. Si vous restez calme face à une pression mineure, mais répondez fermement quand quelque chose compte vraiment, les gens apprennent que vos réactions sont délibérées et non automatiques. Cette perception augmente votre autorité. Cela modifie également les comportements futurs de votre entourage. Lorsque les provocations subtiles ne produisent pas de résultats visibles, les gens arrêtent de vous tester. Il n'y a pas de retour, pas de levier, pas d'avantage à tirer. La constance et le contrôle émotionnel créent une barrière protectrice. Une autre erreur que font les gens est de trop se justifier après une offense perçue. Ils essaient de corriger la façon dont ils ont été perçus. Ils ajoutent du contexte. Ils justifient leur réaction. Mais la justification signale que vous avez été impacté. Et l'impact confirme la sensibilité. Parfois, la réponse la plus forte est l'absence totale de réponse visible. Contrôlez votre tempo, contrôlez votre expression, contrôlez ce que les autres sont autorisés à mesurer, car moins ils peuvent lire vos points de pression émotionnelle, plus il devient difficile de vous déstabiliser. Laissez cette affirmation dans les commentaires. Je reste serein. Numéro 4. Trop expliquer vos décisions. Beaucoup de gens croient que plus ils s'expliquent, plus ils seront compris. Alors ils ajoutent du contexte. Ils ajoutent des arguments. Ils donnent des antécédents. Ils répètent leur logique de différentes manières, en espérant que la clarté suscitera l'acceptation. Mais les explications excessives n'augmentent pas l'autorité. Elles la réduisent, car la psychologie de la justification permanente envoie un message caché. J'ai besoin que vous soyez d'accord avec moi. Au moment où votre communication donne l'impression que vous cherchez une validation au lieu d'affirmer une décision, votre position s'affaiblit. Les autres commencent à ressentir de l'incertitude, même si votre choix était le bon. L'autorité ne se mesure pas au niveau de détail de votre explication. Elle se mesure à la confiance avec laquelle vous pouvez soutenir une déclaration claire. Lorsque vos décisions sont accompagnées de longues justifications, de multiples réassurances et de clarifications répétées, les gens n'entendent pas seulement votre raisonnement, ils entendent votre hésitation, et l'hésitation invite à la contestation. Les observateurs stratégiques comprennent ce schéma. Si vous ressentez le besoin d'expliquer chaque décision en profondeur, ils apprennent que la pression vous fera parler davantage. Ils apprennent que le désaccord vous poussera à vous défendre. Et une fois qu'ils savent cela, ils ne débattent plus de votre décision. Ils remettent en question votre confiance. Un autre problème avec le fait de trop s'expliquer est que cela ouvre une négociation là où il n'y en avait pas besoin. Lorsque vous présentez trop d'arguments, les gens commencent à décortiquer les détails au lieu de respecter la conclusion. Au lieu d'entendre la décision, ils commencent à analyser l'explication. Pourquoi cette partie? Qu'en est-il de cette option? Avez-vous envisagé ceci à la place? Vous déplacez involontairement la conversation d'une directive vers un débat. Une autorité claire fonctionne différemment. Les communicateurs solides affirment leur position simplement et directement. Ils donnent suffisamment d'informations pour fournir un contexte, mais pas au point que la décision semble soumise à approbation. Une communication concise signale une certitude intérieure. La certitude décourage les résistances inutiles. Un autre danger caché des explications excessives est l'exposition émotionnelle. Plus vous parlez, plus votre réflexion interne devient visible. Vos doutes, vos inquiétudes, vos priorités et vos points de pression commencent tous à faire surface. Des informations qui n'étaient pas nécessaires deviennent disponibles. Et l'information crée un moyen de pression. La communication stratégique protège votre processus interne. Vous partagez des résultats, pas tout votre cheminement mental. Vous révélez la direction à prendre, pas chaque incertitude que vous avez envisagée en cours de route. Cela ne signifie pas être froid ou méprisant. Cela signifie être précis. La précision respecte à la fois votre autorité et l'attention de l'autre personne. Il y a aussi un effet de perception en jeu. Les gens associent naturellement la concision à la confiance. Lorsque quelqu'un parle clairement et s'arrête, cela signale que sa position est fermement établie.
Mais lorsque quelqu'un continue de parler pour renforcer le même point, cela donne l'impression qu'il essaie de convaincre plutôt que de diriger. La différence est subtile mais puissante. Le langage du leadership est calme et mesuré. Le langage en quête d'approbation est long et répétitif. Un autre principe important est le contrôle de la répétition. Beaucoup de gens formulent leurs décisions plusieurs fois lorsqu'ils sentent de l'hésitation chez les autres. Ils croient que répéter renforcera leur position. En réalité, la répétition signale le doute. Affirmez clairement, clarifiez une fois si nécessaire, puis allez de l'avant. Lorsque vos mots sont comptés et intentionnels, ils portent plus de poids. Lorsque votre communication est mesurée, les gens écoutent plus attentivement car ce qui est rare semble important. Avec le temps, cette habitude change la façon dont les autres réagissent à votre égard. Ils arrêtent de s'attendre à de longues explications. Ils arrêtent de tester vos décisions par des questions sans fin. Ils apprennent que lorsque vous parlez, la direction est déjà décidée. Et cette perception protège votre influence. Je veux que vous laissiez cette affirmation dans les commentaires. Je parle avec certitude. Numéro 5. Étiquetez publiquement vos faiblesses. La plupart des gens pensent que l'autocritique les rend humbles et sympathiques. Ils disent ouvertement des choses comme « je suis mauvais à ça, je manque de confiance en moi » ou « je gère très mal la pression ». Ils croient qu'en admettant leurs défauts, ils paraissent honnêtes, conscients d'eux-mêmes et terre à terre. Mais il y a un danger caché à définir publiquement vos faiblesses. Lorsque vous vous mettez une étiquette, vous n'exprimez pas seulement une pensée, vous créez un récit. Et une fois qu'un récit est prononcé à voix haute, les autres personnes l'enregistrent. L'esprit humain se souvient des simples déclarations d'identité. Il ne se souvient pas du contexte ou de l'émotion qui les accompagne. Il se souvient de l'étiquette. Plus tard, lorsque les gens vous évaluent pour une responsabilité, une opportunité ou pour vous accorder leur confiance, cette étiquette influence discrètement leur jugement, non pas parce qu'ils veulent vous limiter, mais parce que vous avez défini cette limite vous-même. Un autre risque est la répétition. Lorsque vous mentionnez vos faiblesses de manière désinvolte dans des conversations, des réunions ou des contextes sociaux, l'étiquette s'en trouve renforcée. À chaque fois que vous la prononcez, elle devient plus crédible pour les autres. Finalement, cela ne ressemble plus à un défi temporaire. Cela commence à ressembler à un trait de caractère immuable. Et les traits de caractère immuables façonnent les attentes. Si les gens s'attendent à une faiblesse dans un certain domaine, ils arrêtent de vous offrir opportunités qui y sont liées. Ils arrêtent de compter sur vous sous la pression. Ils ajustent leur perception de vos capacités sans jamais vous le dire. Vous ne perdez pas votre influence parce que les autres vous ont critiqué. Vous la perdez parce que vous avez défini vous-même vos propres limites devant eux. Il y a aussi un risque stratégique. Certains individus collectent activement des informations sur les insécurités des autres. Lorsque vous décrivez ouvertement vos peurs, vos doutes ou vos lacunes, vous leur donnez une carte de vos zones de vulnérabilité. Plus tard, dans des situations de compétition, ces zones deviennent des points de pression. Une simple déclaration comme « je déteste parler en public » peut aboutir à ce que l'on vous pousse à faire des présentations inconfortables. Dire « je ne suis pas doué pour les conflits » peut conduire les autres à tester vos limites plus souvent. Une information qui semblait inoffensive devient un moyen de pression. Cela ne signifie pas que vous devez prétendre être parfait. Le changement ne va pas de l'honnêteté vers le déni. Le changement va d'un étiquetage imprudent vers une formulation précise. Au lieu de vous définir par une faiblesse, définissez-vous par un processus d'apprentissage. Il y a une différence puissante entre dire « je suis mauvais à ça » et dire « je m'améliore » dans ce domaine. La première phrase crée une identité figée. La seconde crée une trajectoire de croissance. Les gens réagissent très différemment à ces deux messages. La croissance signale la force. Une faiblesse figée signale une limitation. Un autre facteur important est le ton émotionnel. Beaucoup de gens parlent d'eux-mêmes de manière négative pour abaisser les attentes ou éviter la pression. Ils croient que si les autres en attendent moins, ils courront moins de risques. Mais de faibles attentes réduisent la valeur perçue, et la valeur perçue détermine l'influence. Lorsque votre langage vous positionne constamment comme étant incertain, incapable ou limité, les gens commencent à interagir avec vous à ce niveau-là. Le langage façonne le positionnement. Le positionnement façonne les opportunités. Les individus stratégiques parlent de leur développement avec précaution. Ils reconnaissent leurs axes d'amélioration quand c'est nécessaire, mais ils ne transforment jamais des défis temporaires en déclarations d'identité permanente. Ils contrôlent le récit avant que l'environnement ne le fasse, car une fois qu'un récit se propage, il est difficile à changer. Vos mots deviennent votre réputation bien avant que vos performances ne soient évaluées. La précision dans la manière dont vous vous définissez protège votre autorité.
Vous n'avez pas besoin d'exagérer vos forces. Vous devez simplement éviter de définir vos faiblesses comme étant ce que vous êtes. Numéro 6. Donnez accès trop rapidement. L'accès, c'est l'influence. Ceux qui obtiennent votre temps, votre attention, vos pensées personnelles et votre monde émotionnel déterminent votre position psychologique. Mais la plupart des gens donnent accès trop vite, sans se rendre compte du coût à long terme. Au début de toute relation, il y a de la curiosité. Les gens veulent se sentir compris, acceptés et proches. Pour créer ce sentiment rapidement, beaucoup d'individus partagent très tôt des détails personnels. Ils révèlent leur histoire, leurs luttes, leurs peurs, leurs ambitions et leurs expériences privées en très peu de temps. Cela donne l'impression de créer un lien. Cela donne l'impression d'installer la confiance. Mais une exposition émotionnelle rapide crée une illusion de profondeur, pas une véritable stabilité. La véritable confiance se construit grâce à la constance au fil du temps. Lorsque l'accès est donné avant que quelqu'un n'ait prouvé sa fiabilité, vous investissez une valeur émotionnelle sans preuve de son véritable caractère. Et une fois que quelqu'un a un aperçu profond de votre façon de penser, de vos motivations et de vos vulnérabilités, votre position psychologique change. Ils vous comprennent, et la compréhension crée un moyen de pression. Un autre problème avec l'accès rapide est la perception de la valeur. L'esprit humain attribue de l'importance en fonction de la rareté et de l'effort. Lorsque les informations personnelles, l'ouverture émotionnelle et l'attention sont accordées immédiatement, elles semblent ordinaires plutôt que significatives. Rien n'a dû être mérité, rien n'a dû être prouvé, et ce qui vient facilement est rarement traité avec soin. La révélation sélective fonctionne différemment. Lorsque vous révélez votre monde personnel progressivement par étapes, chaque niveau d'accès semble intentionnel. Cela indique que la profondeur émotionnelle n'est pas automatique. Elle est basée sur l'observation, la constance et le temps. Cela change la dynamique. Au lieu d'une proximité immédiate, il y a une confiance progressive. Et la confiance progressive augmente le respect. Un autre risque caché de l'accès précoce est l'erreur de jugement. Dans les premières étapes de toute interaction, les gens présentent leur meilleure version, leur comportement est contrôlé, leur ton est positif, leurs intentions semblent alignées sur les vôtres, mais le comportement initial ne révèle pas le caractère. Le caractère apparaît lors des désaccords, sous la pression face aux contrariétés, et avec le temps. Si un accès profond est accordé avant que ces situations ne se présentent, vous faites confiance à une version de la personne qui n'a pas encore été testée. Les individus stratégiques observent d'abord les comportements. Ils regardent comment quelqu'un gère les retards, les conflits, les limites et les responsabilités. Ils prêtent attention à la cohérence entre les mots et les actes. Ce n'est que lorsque le comportement s'avère stable qu'un accès plus profond prend tout son sens. Cela protège l'énergie émotionnelle et le positionnement psychologique. Il y a aussi une dynamique de pouvoir en jeu. Lorsque vous révélez tout rapidement alors que l'autre personne en révèle très peu, l'équilibre émotionnel devient inégal. Ils vous comprennent profondément, mais vous savez très peu de choses sur eux. Ce déséquilibre augmente leur contrôle sur l'interaction. Une révélation équilibrée crée une influence équilibrée. Une autre erreur courante est de confondre l'intensité avec la connexion. De longues conversations, des histoires personnelles et des moments riches en émotions peuvent sembler significatifs, mais l'intensité n'équivaut pas à la fiabilité. Certaines personnes tissent des liens rapidement et disparaissent tout aussi vite. La profondeur doit suivre la constance et non l'émotion. Lorsque votre monde personnel est révélé lentement, votre présence semble structurée et intentionnelle. Les gens reconnaissent que la proximité n'est pas automatique. Elle se construit, et ce qui se construit progressivement est davantage valorisé. L'accès par étapes protège également vos limites. Si quelqu'un fait preuve d'incohérence, de mauvais jugement ou d'un manque de discrétion très tôt, le coût pour vous est minime car aucune information plus profonde n'a été partagée. Il ne s'agit pas de mettre de la distance. Il s'agit de choisir le bon moment. Vous êtes ouvert mais pas dans l'immédiateté, chaleureux mais pas exposé, engagé mais pas totalement accessible. Car l'accès émotionnel est l'une des plus hautes formes d'influence, et l'influence ne devrait jamais être donnée en un seul instant. Laissez cette affirmation dans les commentaires. Je me révèle par étapes. Numéro 7. Confondre vulnérabilité et intégrité. Il y a un dangereux malentendu dans la psychologie moderne. La croyance selon laquelle une exposition émotionnelle totale équivaut à de la force. On dit aux gens que partager tout ce qu'ils ressentent, révéler chaque insécurité et exprimer chaque réaction émotionnelle est un signe d'authenticité. Ils croient que s'ils sont totalement ouverts à tout moment, ils sont honnêtes
vrai et digne de confiance. Mais il y a une différence fondamentale entre la vulnérabilité et l'intégrité. L'intégrité est une transparence contrôlée. La vulnérabilité sans contrôle est une exposition émotionnelle. L'intégrité signifie que vos mots, vos actions et vos valeurs sont alignés. Cela signifie que vous êtes honnête sans être imprudent, ouvert sans être instable, et vrai sans être émotionnellement imprévisible. La vulnérabilité incontrôlée produit quelque chose de très différent. Elle transfère le pouvoir émotionnel aux autres. Lorsque vous exprimez chaque doute, chaque peur, chaque moment d'insécurité, les gens commencent à vous voir non pas comme transparent, mais comme émotionnellement dépendant. Vos réactions deviennent prévisibles, vos points de pression deviennent visibles, votre état émotionnel devient lisible. Et ce qui est facilement lisible est facilement influençable. Les individus forts comprennent quelque chose que la plupart des gens ignorent. L'expression des émotions n'est pas une faiblesse, mais la fuite émotionnelle en est une. Il y a une différence entre partager quand c'est nécessaire et tout relâcher sans filtrer. L'expression émotionnelle sans filtre vient souvent d'un désir de validation. Les gens veulent être rassurés. Ils veulent que les autres leur disent « Tu as raison, tu es fort ou tu n'es pas seul ». Mais lorsque la validation devient une habitude, votre stabilité émotionnelle devient dépendante de la réponse extérieure. Ce n'est pas de la force, c'est de la dépendance psychologique. L'intégrité, en revanche, est une stabilité tranquille. Vous ne niez pas vos émotions, mais vous les gérez intérieurement avant de les exprimer extérieurement. Vous choisissez le bon moment, la bonne personne et le bon niveau de révélation. Cela crée une autorité émotionnelle. Lorsque vous parlez de quelque chose de sérieux, cela a du poids, parce que c'est rare, mesuré et intentionnel. Un autre problème caché de la vulnérabilité constante est la perception. Les gens respectent la profondeur émotionnelle, mais ils sont attirés par le contrôle émotionnel. Lorsque quelqu'un réagit intensément à chaque difficulté, chaque critique ou chaque incertitude, il commence à paraître fragile plutôt qu'honnête. Et la fragilité change la façon dont les autres interagissent avec vous. Ils peuvent devenir prudents en votre présence, éviter les conversations difficiles ou, dans certains cas, profiter de votre sensibilité émotionnelle. Le contrôle émotionnel stratégique empêche cela. Au lieu de réagir immédiatement, vous faites une pause. Au lieu d'exprimer chaque sentiment, vous choisissez ce qu'il est utile de communiquer. Au lieu de chercher un soulagement émotionnel à travers les autres, vous développez une régulation interne. Cela ne vous rend pas froid. Cela vous rend stable. Et la stabilité engendre la confiance. Même des penseurs puissants comme Nicolas Machiavel avaient compris que la perception façonne l'influence. Il a écrit qu'un leader doit paraître compatissant, honnête et humain, mais doit toujours garder le contrôle sur ce qui est révélé et à quel moment. Car l'influence dépend non seulement de qui vous êtes, mais aussi de ce que les autres sont autorisés à voir. Il y a aussi un facteur de timing. L'honnêteté émotionnelle est puissante lorsque la relation a de la profondeur et de la confiance. Mais lorsque des émotions fortes sont exprimées trop tôt ou trop fréquemment, cela crée une pression émotionnelle plutôt qu'une connexion. Les gens se sentent responsables de votre état émotionnel. Et quand les gens se sentent responsables, ils commencent à prendre leur distance. L'intégrité évite cela en créant une autosuffisance émotionnelle. Vous partagez votre point de vue, pas votre instabilité. Vous exprimez vos valeurs, pas vos turbulences émotionnelles. Vous communiquez de la force même lorsque vous discutez d'une difficulté. Une autre distinction importante est celle entre l'honnêteté et le déversement émotionnel. L'honnêteté est claire, calme et réfléchie. Le déversement émotionnel est réactif, lourd et incontrôlé. L'un force le respect, l'autre crée un malaise. Une forte présence provient d'une retenue émotionnelle combinée à une honnêteté sélective. Vous êtes vrai mais pas exposé, expressif mais pas réactif, humain mais pas émotionnellement dépendant. Car les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui révèlent tout. Les personnes les plus fortes sont celles qui ressentent profondément, qui gèrent cela en privé et qui parlent de manière intentionnelle. Voici la vérité. La plupart des gens ne comprennent jamais. Vous ne perdez pas votre influence parce que les autres sont plus intelligents que vous. Vous ne perdez pas votre pouvoir parce qu'ils sont plus agressifs. Et vous ne prenez pas de retard parce que le monde est injuste. Vous perdez votre pouvoir lorsque vous devenez facile à lire. Lorsque vos émotions sont exposées trop rapidement. Lorsque vos réactions sont prévisibles. Lorsque vos luttes, vos doutes et vos points de pression sont visibles. Pour quiconque y prête attention. Car une fois que les gens comprennent vos schémas émotionnels, ils savent comment vous manipuler. Ils savent ce qui vous fait réagir. Ils savent ce qui vous met sur la défensive. Ils savent où sont vos limites.
Et au moment où quelqu'un connaît vos limites, votre influence commence à se réduire. La véritable force ne consiste pas à cacher qui vous êtes. Il s'agit de contrôler ce que vous révélez, à quel moment vous le révélez, et qui mérite d'y avoir accès. L'honnêteté n'est pas une faiblesse. La gentillesse n'est pas une faiblesse. L'émotion n'est pas une faiblesse. L'exposition imprudente l'est. Le pouvoir grandit lorsque vos paroles sont mesurées, lorsque vos réactions sont différées, lorsque votre monde émotionnel est discipliné au lieu d'être diffusé. C'est à cela que ressemble la présence stratégique. Vous devenez calme sous la pression, vous devenez imperturbable sous le regard des autres. Vous devenez difficile à prévoir. Et quand vous devenez difficile à prévoir, vous devenez difficile à contrôler. Cela ne vous rend pas froid, cela vous rend précis. Le but n'est pas la distance, le but est le contrôle. Le but n'est pas de se déconnecter des gens, le but est de se connecter sans céder sa position. Car les individus les plus fortes ne sont pas les plus bruyants, les plus émotifs ou les plus expressifs. Ce sont les plus sereins. Si cette vidéo vous a aidé à voir vos angles morts, prenez un instant dès maintenant. Aimez cette vidéo pour que plus de personnes puissent apprendre à protéger leur influence. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de limites plus solides. Et si vous êtes sérieux dans votre volonté de maîtriser le pouvoir, la discipline et le contrôle psychologique, abonnez-vous à la chaîne. C'est ici que la force se construit, une prise de conscience à la fois. Laissez cette affirmation finale dans les commentaires. Je contrôle mon exposition. Souvenez-vous de ceci. Lorsque vous parlez moins, observez davantage et révélez avec intention, votre présence change. Et quand votre présence change, l'équilibre du pouvoir change aussi. La plupart des gens croient que leur plus grande menace est un ennemi puissant. Ils pensent que le danger vient de concurrents agressifs, de critiques ouvertes ou d'une opposition évidente. Mais en réalité, la plupart des gens ne perdent pas leur pouvoir parce que les autres sont plus forts. Ils le perdent parce qu'ils rendent silencieusement leurs ennemis plus forts. Pas par la confrontation, pas par le conflit, mais par l'exposition. Chaque fois que vous en révélez trop, chaque fois que vous réagissez avec émotion, chaque fois que vous rendez vos habitudes évidentes, vous devenez plus facile à lire. Et à l'instant où quelqu'un peut vous lire, il peut vous contrôler. C'est l'un des principes de pouvoir les plus importants compris par Nicolas Machiavel. Le pouvoir ne bascule pas lorsque quelqu'un vous attaque. Le pouvoir bascule au moment où vous devenez prévisible, car la prévisibilité engendre le contrôle. Si les gens savent ce qui vous blesse, ils savent où appuyer. S'ils savent comment vous réagissez sous la pression, ils savent comment vous provoquer. S'ils comprennent vos schémas émotionnels, ils savent comment vous manipuler sans utiliser la force. Et le plus dangereux est ceci. Le pouvoir se perd rarement d'un coup, il s'érode lentement à travers de petits comportements visibles, par un excès de confidence, par des réactions rapides, par des explications inutiles, par une exposition émotionnelle qui semble honnête, mais qui est stratégiquement imprudente. Beaucoup de gens croient que leur ouverture d'esprit les rend authentiques. Ils croient que tout partager les rend dignes de confiance, accessibles et forts. Mais les bonnes intentions sont souvent détournées par des observateurs stratégiques, car le problème n'est pas l'honnêteté. Le problème est l'honnêteté sans discipline. Il y a une différence entre être vrai et être lisible, entre être authentique et être exposé, entre être transparent et donner aux autres la carte de vos faiblesses. Dans les environnements compétitifs, qu'ils soient sociaux, professionnels ou personnels, l'information est un levier. Et chaque fois que vous révélez votre instabilité, vos peurs, vos déclencheurs émotionnels ou vos conflits internes avant qu'ils ne soient pleinement assimilés, vous donnez aux autres un avantage qu'ils n'ont pas mérité. Cette vidéo n'a pas pour but de vous rendre froid. Il ne s'agit pas de devenir faux. Il ne s'agit pas de cacher qui vous êtes. Il s'agit de discipline psychologique, de visibilité stratégique et de révélation contrôlée. Aujourd'hui, vous allez découvrir 7 erreurs précises qui élèvent silencieusement les autres au-dessus de vous. Des erreurs qui semblent inoffensives, des erreurs qui paraissent honnêtes, des erreurs que la plupart des gens font sans se rendre compte qu'ils diminuent leur propre autorité. Et plus important encore, vous apprendrez comment protéger votre influence sans devenir distant, cruel ou émotionnellement fermé. Car le vrai pouvoir n'est pas le silence. Le vrai pouvoir est l'expression sélective. Avant de commencer, je veux que vous laissiez cette affirmation dans les commentaires. Je me révèle avec sagesse. Numéro 1. Partagez publiquement des luttes non résolues.